En immersion, un podcast des agences de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud. Et moi, Louise Régent. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience. Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau, qui font la beauté et la richesse de notre territoire. Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile. Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu. Voire pas du tout. Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement. Alors on vous propose de partir à leur rencontre. Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain, et c'est parti, on vous embarque avec nous. Saint-Freigne, les marais en reconquête. Je viens d'arriver en Charente, dans un oasis de verdure, le marais de Saint-Freigne. Tout autour de moi, il y a des champs céréaliers et de charmants petits villages de pierre. À ma gauche, là, il y a une rivière, l'Aume. Elle est toute droite. Et elle est vide. Et si elle est vide, c'est parce qu'elle est toute droite. Pour en savoir plus sur cette rivière sans eau, j'ai rendez-vous avec Julien Blanquan. Technicien rivière sur l'Aume depuis bientôt 16 ans, il travaille depuis autant d'années pour la réhabilitation de la zone humide de Saint-Freigne. Une réserve en eau vitale pour toute la région. Et sa passion pour l'environnement, il la nourrit depuis tout petit. Mon père était garde au Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc très, très attaché, lui aussi, à l'environnement, à la faune. Et donc on a baigné un peu, gamin, dans ce milieu-là, la pêche notamment. Et surtout voilà, l'environnement en général, quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons actuellement ? Alors là, nous sommes au cœur de la zone humide de Saint-Freigne, qui est un secteur qui a été restauré, réhabilité à la fin des années 90. On est là proche du cours d'eau et aussi avec sous notre vue les différentes parcelles qui ont été réaménagées, remises en prairie, remises un petit peu au niveau naturel, quoi. Donc là on est au bord d'un cours d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Et non, il n'y a pas d'eau parce que si on fait un peu l'historique de notre territoire, c'est un territoire qui a été très très artificialisé par le passé. On a été confronté à l'époque, les milieux aquatiques ont été confrontés à l'époque à d'énormes aménagements dans un contexte particulier d'une agriculture en plein bouleversement. On a redessiné nos cours d'eau de façon bien rectiligne, bien profonde pour évacuer un maximum l'eau. Et on a donc mis à mal ces zones de marais, comme la zone humide de Saint-Freigne qui a été elle aussi asséchée. Comment les travaux d'aménagement dont vous parliez dans les années 50 ont porté préjudice aux ressources en eau ? Les rivières faisaient avant beaucoup de méandres, des virages. Là on parle de la rivière de l'Aume. Oui, mais c'est un cas pas isolé, hein. Les petites rivières de plaine comme celle-ci ont été aménagées de la même façon. On les a totalement changées, transformées en canal bien droit, bien profond et bien large pour qu'elles puissent évacuer beaucoup d'eau. Voilà. Par contre, quand il pleut beaucoup, elle évacue l'eau aussi encore, et beaucoup. Et elle arrive très très vite en bas. En bas c'est sur des zones habitées par exemple. Et sur ces zones habitées, ils n'aimeraient pas avoir les pieds dans l'eau trop souvent, quoi. Sauf que cette évacuation de l'eau le favorise, quoi. C'est arrivé récemment ? Depuis 2019, on a eu 2-3 épisodes de crues qui posent question, quoi. Surtout qui sont arrivés de façon très rapprochée. C'était -1 à chaque fois. Ça aurait pu inonder. On a surveillé, mais on n'aurait rien pu faire de toute façon. Mais ça aurait pu inonder. On a eu de la chance que la pluviométrie se calme au bon moment. D'où l'intérêt de faire déborder la rivière en amont grâce aux zones humides. On n'empêchera jamais le risque, mais on peut fortement le diminuer, oui, parce qu'on refait déborder la rivière en amont
sur des secteurs et on lui donne plus de temps pour descendre. Ce qui fait qu'en aval, la rivière a plus de temps pour évacuer, quoi. Donc il y a une prise de conscience. De quand date-t-elle ? La prise de conscience, clairement, si on devait mettre une date, on peut dire fin des années 90. Il y a eu différentes lois sur l'eau qui sont arrivées aussi. Mais bon, fin des années 90, début des années 2000, les directives cadres sur l'eau européennes, tout ça a fait que les choses ont été mises en place pour essayer de prendre un peu plus soin de ces milieux-là. Et dans les 20 dernières années, tout ça a pris sa place et évolue tous les ans un peu plus pour mettre en œuvre des actions de plus en plus ambitieuses dans la restauration de ces milieux qui sont des milieux clés en fait pour la ressource en eau. Donc là, aujourd'hui, c'est conduite de pelle, mise en place de blocs sur tout un linéaire de cours d'eau. Ça devrait permettre en fait de recréer des caches pour les poissons dans l'île de la Rivière, parce que un gros bloc dans le lit, c'est une perturbation pour l'écoulement. Ça crée différents courants, mais ça crée aussi des zones de calme derrière lesquelles peuvent se réfugier les poissons. Donc là, c'est une roselière, donc c'est un milieu qui est conservé un petit peu en gestion libre. L'idée est que justement les roseaux phragmites, parce que c'est cette espèce-là, se développent au maximum. C'est un habitat qui plaît à beaucoup d'oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux qui peuvent nicher dedans. Et même diverses espèces faunistiques autres. Mais au final, c'est une des plus grandes en Charente, celle-ci. Et on sait que ce type d'habitat, qui est inféodé aux zones humides, forcément va accueillir des espèces faunistiques liées aux zones humides. Donc plus on a d'habitats naturels comme celui-ci qui se développe, plus on a de richesse au niveau biodiversité, du moins dans la zone humide, quoi. Comment faites-vous pour restaurer une zone humide ? Plusieurs façons. Aujourd'hui, déjà, on a recruté une personne 100% dédiée à ça. Et qui, tout simplement, a déjà délimité ce qui pourrait redevenir une zone humide et ce qui ne pourrait pas forcément, déjà. Ça, c'est la première chose. On ne va pas essayer de refaire une zone humide là où il n'y en a jamais eu. Donc là, on délimite les secteurs qui sont potentiellement des zones humides. Ensuite, l'idéal, c'est de pouvoir devenir propriétaire du foncier. Donc, par dialogue, par rencontre, on voit si on peut acheter. Et alors, dans ce cas-là où on devient propriétaire, on met en place des aménagements sur la rivière, de sorte à ce qu'elle soit moins profonde et qu'elle évacue moins vite l'eau et qu'elle déborde plus facilement, et qu'elle se reconnecte en fait avec la zone humide. Et c'est cet ensemble-là qui va déborder et qui va recréer finalement la zone humide. C'est quoi l'intérêt pour un agriculteur d'avoir une zone humide dans son terrain ? Tout dépend de l'agriculteur. Par exemple, je vois, il y a une vache là-bas. Son propriétaire, c'est quoi son intérêt ? Alors, le propriétaire, pour le coup, l'éleveur, il a tout intérêt à ce qu'il y ait plein de zones humides. Ça maintient des prairies vertes au moment où on a des sécheresses, et donc du fourrage pour le bétail. La zone humide, c'est le milieu totalement adapté à l'élevage. Mais les zones humides ont été gommées par le passé pour justement les transformer en production plutôt céréalière. Certaines productions ne sont pas forcément en adéquation avec des milieux humides de façon prolongée toute l'année. Donc, au sens par contre large, il y a un intérêt énorme. La zone humide stocke toute l'eau qu'elle peut stocker. Donc la vache là-bas, elle est contente normalement ?
Je la vois pas sourire là, mais je pense que ouais, là elle se plaît, ouais. Franchement, ouais, elle se plaît. L'herbe est très verte, elle a été verte tout l'été. Elle a pu pâturer sans problème, sans manque, sans stress. Donc tout va bien pour elle, quoi. Enfin, j'aimerais bien être à sa place. Elle a pas l'air stressée, quoi. Et comment vous travaillez avec, par exemple, les agriculteurs, les élus, etc. Nous, notre rôle premier de technicien, c'est de prendre les infos du terrain, de proposer des choses qui mettraient en valeur les milieux aquatiques. Les élus, eux, sont là pour décider des orientations générales et valider aussi nos propositions, ou les amender, ou les refuser. Et nos projets, forcément, on les met en place avec les agriculteurs, puisque nous, on est sur un bassin versant rural. Donc l'agriculteur est le premier interlocuteur sur notre territoire. Mais voilà, on n'a rien sans rien, il faut forcément passer par cette étape-là de dialogue avec l'usager local, quoi. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui sert un peu de vitrine. Et ça permet aussi de sensibiliser les gens à ces problématiques. Exactement. On le met en valeur. C'est là où on emmène les scolaires. C'est là où on emmène le grand public, puisqu'on fait pas mal d'animations, de com là-dessus. Mais c'est aussi ce qui nous sert un peu de vitrine pour expliquer sur d'autres endroits pourquoi faire ce type d'aménagement. Ce que ça apporte, ce que ça peut générer. Voilà, on essaye de s'en servir pour montrer l'exemple, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants qui viennent voir la zone humide ? Et ils nous disent que c'est génial, c'est beau, il y a des oiseaux partout, il y a des vaches. Et rien que ça permet de sensibiliser, ou c'est du plaisir pour les enfants, pour les gens. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? En gros, ils sont un peu émerveillés de voir toute cette diversité de milieux, et puis ils posent plein de questions, quoi. Dans 20 ans, vous aimeriez que ce paysage il soit comment ? Je le dis souvent, il ne faut pas regarder notre avancement effectivement d'une année sur l'autre, quoi. Sinon on tomberait vite en dépression et on arrêterait. Parce que oui, les choses avancent pas vite. Mais si je regarde le contexte et ce que l'on faisait il y a 15 ans quand j'ai démarré, et aujourd'hui, on peut se dire que les politiques, les actions au sens général au niveau des milieux aquatiques ont déjà bien évolué et bien avancé. Donc si dans 20 ans, on pouvait avancer, on va dire, selon cette même courbe, mais amorcer un peu quelque chose d'exponentiel, ça serait pas mal. C'est-à-dire faire en sorte que les zones humides aient retrouvé pas mal de surface dans nos territoires. Pour parler chez nous, oui, ça serait bien qu'on puisse avoir recréé 2-3 zones humides de Saint-Freigne sur d'autres secteurs, quoi. Si on pouvait avoir une reconquête de ces milieux-là pour pouvoir les restaurer selon ce chantier vitrine de la zone humide de Saint-Freigne, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. La zone humide de Saint-Freigne, une réserve en eau vitale. Merci à Julien Blanquan de nous avoir appris l'importance de prendre des détours et des méandres. Et en attendant que l'Aume se remette à déborder, moi, je reprends ma route. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdel'eau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.